30 minutes pour convaincre, l'émission politique Judaïque FM présentée par Gérard Hakoun avec comme invité Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Front démocrate écologiste et social. Exact. Une nouvelle formation. Oui, une formation politique qui a comme particularité d'être positionnée au centre-gauche, laïque et républicaine, social-démocrate affirmé, évidemment rénové, et écologiste pragmatique. Et qui, par ailleurs, a la particularité aussi de soutenir et le gouvernement de Manuel Valls, et encore mieux, le président de la République, François Hollande. Vous restez le dernier pilier de soutien ? Je ne sais pas si on peut parler de pilier, mais en tous les cas, nous pensons que dans la politique actuelle, européenne, française, mondiale, ce qu'essaye de faire le gouvernement et le président de la République mérite d'être soutenu. Alors, rentrons un peu dans le détail. Vous soutenez les prépositions de M. Macron, par exemple ? Oui, à 98%, oui. C'est quoi les 2% qui restent ? Les 2%, c'est savoir si entre 5 et 12 dimanches ouverts des magasins, on peut aller vers 6, 7, 8 selon les mairies. Voilà, c'est anecdotique. Alors, est-ce que vous croyez que cette proposition de 12 dimanches est un leurre pour faire passer le reste ? Non, je pensant crois pas que tous les députés, socialistes en particulier, vont s'accrocher sur le dimanche. Sur le reste, moi, je pense que sur un certain nombre de professions, notaires, huissiers et autres, ouvrir un peu, faire un peu d'ouverture me paraît extrêmement utile. Il y a plein d'autres choses. Il y a 101 propositions, on ne va pas toutes les faire, mais dans le fait de appelons ça modernisation. Et pour moi, ça n'est pas une tare. Moderniser un peu le système français qui est très rigide. Oui, ça fait 60 ans qu'on essaie de moderniser, parce qu'un certain nombre de mesures, en particulier pour les professions réglementées, remontent à De Gaulle. Ou voire même avant. Même avant. Dans le plan Rueff-Armand, c'est ce qu'il y avait. Oui. Vous savez, il y a quand même, on est quand même dans une Ça ne voudra pas dire grand-chose pour les gens qui ont 20 ou 30 ans aujourd'hui. Non, c'est rien du tout. Mais ce qui veut dire quelque chose quand même, c'est de permettre... Allez, allons-y. Simplification des modes de création d'entreprises, notamment de PME, de TPE. On en parle souvent, chaque élection présidentielle, ça revient sur le devant du tapis. Puis, hop, si au moins on arrivait à cela, c'est-à-dire simplifier le système de création d'entreprises, qui est la base même de la création de l'emploi. Simplifier le fait de permettre à un certain nombre de jeunes de créer un certain nombre de structures qui sont aujourd'hui totalement coincées. Vous savez, ce qui me sidère dans la vie sociale et politique aujourd'hui, c'est que dans notre pays, le front des refus est total. Dès qu'on bouge quelque chose, dès qu'on essaye de faire quelque chose, de bouger quelque chose, il y a des gens qui protestent, qui disent « Non, on ne peut rien toucher ». Je crois que si on a envie... Moi, je crois que ce pays est un pays riche, c'est un pays qui a des aptitudes... la France, la République française, et que globalement, on a besoin d'ouverture, de mettre en place un sentiment que les choses sont possibles. J'essaie, c'est pas facile à notre époque, d'être non pas optimiste, mais d'avoir un réalisme pragmatique qui fait que nous ne sommes pas, je le dis, aujourd'hui, il y a de la rigueur budgétaire, je pense que c'est utile. Nous ne sommes pas en période d'austérité. Si on était en austérité, il faut regarder ce qui se passe au Portugal, en Espagne ou dans d'autres pays où là il y a de l'austérité, voire la Grèce, où là il y a de l'austérité. Non, je pense qu'on a des capacités. Et l'ouverture de ces capacités, il me semble que Emmanuel Macron, comme d'autres, essaye de faire qu'à un moment donné, il y ait de l'ouverture. Mais on dit aujourd'hui qu'on est presque en déflation. Et que, oui. Heureusement, les salaires continuent à augmenter. Alors, les prix baissent, les salaires augmentent, mais nous sommes en déflation. C'est une situation un peu curieuse. Oui. La Suisse est en déflation, ce qui n'empêche pas d'avoir une croissance de 1,5% de PIB. L'Angleterre n'est pas en déflation, mais un PIB augmentant de 3,5%, mais leur déficit public est de 5%. Vous savez, les schémas économiques aujourd'hui sont des schémas extrêmement difficiles. Je vois bien que, évidemment, tout d'un coup, il faudrait qu'il y ait de l'inflation. Mais en même temps, comment voulez-vous qu'il y ait de l'inflation ? Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Oui, c'est ça. Ni trop, ni pas assez. Mais en même temps, vu que le prix du pétrole et du baril de pétrole est aujourd'hui à peu près à 62-65 $ par rapport à 100 ou 120 $ il y a quelques mois ou il y a quelques années, évidemment que dans ce cadre-là, l'inflation n'augmente pas, puisque le prix des ressources énergétiques est en train de baisser. Et que l'euro a baissé aussi.
Par ailleurs, et c'est une excellente chose pour le commerce extérieur français. Oui, je et crois européen. que là, on est bien. Alors, le Monde vient de publier dans son édition de vendredi dernier un sondage dont le titre est pour les Français, tout changer, mais garder l'essentiel. C'est ce que je vous dis. C'est surtout... Ça non, correspond exactement à ce que vous disiez. Je ne sais pas si vous aviez lu le sondage, mais... Non, je ne l'ai pas encore vu. Mais, je n'ai pas eu le temps. Mais, clairement... quand vous posez les questions aux Français sur ce qu'il faut bouger, ce qu'il faut changer, ils sont d'accord, mais pas pour eux. Exactement, à condition que ça ne les touche pas. Oui, c'est très curieux parce que 84% des Français considèrent qu'il faut transformer radicalement et faire des réformes en profondeur. Oui. 26% veulent quitter le territoire national, mais par contre, 60% sont pour garder le système de retraite par répartition. Oui, moi je pense qu'on a simplement par rapport au système des retraites, un jour ou l'autre, le système par répartition est un excellent système. Je pense qu'il faudra aller progressivement vers un système par répartition et par points. Et que nos concitoyens sachent exactement vers l'âge de 50 ans, 55 ans, 60 ans, exactement où ils en sont par rapport à la possibilité qu'ils partent en retraite avec un salaire honorable. Un salaire honorable pour moi, c'est honorable. Hein. Je dis bien que c'est pas génial, c'est 2 000 euros. Oui, c'est-à-dire c'est ensuite en dessous des 4 000 euros dont parlait François Hollande. J'ai dit 2000, parce que je suis assez sérieusement, aujourd'hui, de trop nombreux retraités vivent avec 850, 950, et je ne parle pas des agriculteurs ou des artisans. Alors, sur la sécurité sociale, un système de sécurité sociale géré par l'État et ses partenaires sociaux. À 70%, les Français réclament ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils veulent garder. Oui, mais... Ils veulent garder. Attendez. Sur la sécurité sociale, j'ai été député européen pendant 10 ans. Et j'étais en commission emploi et sociale. Et tout le boulot que j'avais à faire avec d'autres, évidemment pas tout seul, était de voir comment, progressivement, dans les grands pays européens, on mettait en liaison les sécurités sociales allemandes, françaises, italiennes, polonaises aujourd'hui. Comment on mettait ça en liaison progressivement? Comment on mettait en liaison les salaires minimums? Une des grandes avancées dernières qu'on a obtenues dans le cadre des accords franco-allemands ou européens, c'est le fait que l'Allemagne passe dans les mois qui viennent à un salaire minimum qui correspondra à quelques centimes d'euros près au salaire minimum horaire français. Oui, mais ça c'est un grand progrès. C'est un énorme progrès pour éviter... Pour les travailleurs allemands déjà. Pour les travailleurs allemands qui n'étaient pas dans les conventions collectives, car vous savez, dans l'industrie allemande, il y avait déjà les salaires minimums. Hein. Mais non, c'est un grand progrès par rapport aux distorsions de concurrence qui existent entre les différents pays européens. Vous savez, moi, le plus grand regret que j'ai de la période Hollande, de la mandature, c'est de ne pas avoir fait immédiatement cette réforme fiscale nécessaire. En France, faire comprendre à nos concitoyens que globalement les impôts servent à quelque chose, donc il fallait remettre tout à plat, ce qui était de mon point de vue faisable, et passer progressivement à une fiscalité, notamment les entreprises, valide dans l'ensemble des pays de la zone euro. 82%, puisqu'ils ont été interrogés aussi sur la fiscalité, 82% disent un impôt sur le revenu progressif dans lequel chacun paye selon ses revenus. Oui, c'est très beau. C'est très beau, c'est le cas aujourd'hui. Non, moi je pense qu'il faut, ça aurait dû être fait aussi, un impôt, l'impôt sur le revenu à la source. C'est-à-dire immédiatement sur la fiche de paye, payer l'impôt sur le revenu. Alors je sais qu'il y a une période, vu que non paye les impôts, oui, avec un an de retard. Il y a un an, bah d'accord, ça se rattrape. Hein. Oui, bah alors est-ce que vous êtes par exemple pour limiter le nombre de gens qui sont non imposables ? Non, je suis assez d'accord avec ceux qui disent, mais même si ça ne sert pas à grand-chose par ailleurs, que tout foyer payant des impôts, enfin étant installé en France, paye des impôts, ne serait-ce qu'1 euro. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose parce que, en fait, dès que vous parlez impôts locaux, taxes foncières, taxes d'habitation et autres, les gens payent des impôts. Toute famille et tout foyer paye des impôts. Alors, si je suis votre itinéraire depuis une dizaine d'années, vous êtes passé des écologistes dernièrement au MoDem, et du MoDem que vous avez quitté pour former ce front démocrate écologiste et social. Vous oubliez même une période avant, j'étais au PSU dans mes années de jeunesse. Je n'ai pas voulu remonter à Mathusalem, écoutez. Je ne suis pas quand même si âgé. Je ne veux pas vous... Vous me vouliez dire, mais si, j'assume. Et vous et moi. Non, je suis sur un parcours qui est assez, pour moi, je comprends que ce soit difficile à comprendre pour un certain nombre de personnes qui veulent bien me suivre. Quoique ceux qui me connaissent bien, c'est rectiligne quand même. L'intérêt général et la façon de transformer les politiques publiques dans une société, avec quelle majorité peut-on le faire? Et aujourd'hui,
ce que je perçois, moi, dans notre France et République française, c'est qu'on a affaire à un retour d'une réaction, ce que j'appelle la population, enfin une partie réactionnaire, voulant revenir en arrière, pensant même que ce qui a été décidé par le Conseil national de la résistance, puis un peu chamboulé après 68, devrait être remis à plat. Oui, moi je suis pour une remise à plat de ce qu'a décidé le Conseil national de la résistance. Regardons ce qui a été fait par rapport à la politique énergétique, de sécurité sociale, des retraites, et regardons avec tout cela, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, comment on l'améliore, mais pas pour le bousculer, pour voir comment la France se met à la hauteur de toutes les conventions qu'on a signées au niveau de l'Union européenne, et comment on fait pour que notre système républicain, plus qu'honorable de mon point de vue, soit à la hauteur de ce qui se passe ailleurs. Alors, la Ve République, ça vous satisfait? Vous n'avez Non, pas non, envie non, non. d'une Sixième République? Vous voyez bien qu'aujourd'hui, le système... Mais je veux bien une Sixième République ou une Cinquième République améliorée, si vous voulez. Je pense... Alors, la participation de plus en plus... Oui, mais comment? Moi, je veux bien les processus de référendum, pourquoi pas, une dose de proportionnelle. Moi, je ne serais pas contre la proportionnelle intégrale. Je sais qu'elle est très difficile à accepter. Il n'y a qu'à voir en Israël comment ça se passe pour se rendre compte que c'est de la folie. Et oui, ils y arrivent quand même. Ouf. Ah, c'est compliqué, je suis d'accord. Ça donne des gouvernements... qui tiennent 2 ans. Objet compliqué. Oui, mais enfin, en Italie, ça a marché aussi. Et il me semble-t-il, l'Allemagne, qui a un système majoritaire et proportionnel, je sais que c'est très difficile à entendre, ce système modulable, mais qui fait que toute formation politique en Allemagne qui dépasse les 5% est représentée au Parlement, au Bundestag, à la hauteur exacte de ses scores. Ce qui fait que... me semble-t-il, l'Allemagne gère cela assez bien. C'est un autre système, mais je crois que c'est obligatoire. Quant à la participation et au processus référendaire, les Suisses ont l'habitude, les Italiens ont l'habitude, les Américains, États-Unis, ont l'habitude. Il faudrait un certain temps en France pour qu'on arrive à rentrer dans un système de référendum où, quand on pose une question, les Français ne répondent pas non. Vous avez l'impression qu'on se dirige vers un bipartisme encore plus important en France? On est malheureusement sur un tripartisme. Oui. Et c'est ça, c'est bien plus dangereux. C'est là que vous mettez la poussée du conservatisme? En partie, oui, en grande partie. Donc je la mets aussi dans ce qu'on a remarqué dans les dernières périodes sur... Je comprends que le mariage pour tous soit un élément central de la vie politique, mais des centaines de milliers de personnes qui ne jugent la vie politique que par rapport à cela. Ça continue à durer. Regardez comment Nicolas Sarkozy lui-même, dans sa primaire interne à l'UMP, s'est laissé avoir dans une salle qui luttait contre le mariage pour tous, alors qu'il est maintenant voté et qu'on ne reviendra pas en arrière, et s'est pris les pieds dans le tapis. Je ressens dans la société française, dans une partie de la société française, une espèce de... Allez, je vais employer des gros mots. Pétain, c'était vachement bien. Oui, c'est grave. C'est grave ce que je dis, oui. Absolument. Et comment comptez-vous peser sur cette vie politique française à travers votre organisation? Ce n'est pas une grosse organisation, je vous le concède. On est un petit millier. On vient de démarrer, on a démarré le 27 septembre. C'est vrai qu'on est très proche des sociodémocrates au niveau du Parti socialiste, on est très proche d'un certain nombre d'amis des Verts. Alors évidemment, avec toute leur sensibilité, c'est difficile, mais moi, je continue à avoir des amis évidemment chez eux. On est très proche d'un certain nombre de mouvances que j'appelle le centre-gauche, le MoDem que j'ai quitté parce que le MoDem est repassé à droite, une droite honorable, respectable. Bayrou est tout à fait un homme républicain, respectable, mais il a repris il recrée l'UDF en moins bien, là, en ce moment. Bon, très bien. Mais j'aspire à ce que ce pays puisse avoir une majorité progressiste, au moins une espérance progressiste. C'est incroyable de dire ça alors que le président de la République et de gauche. Mais clairement, quand on voit aujourd'hui le poids de la gauche ou des gauches et des écologistes, du centre-gauche à l'extrême gauche ou à la gauche de la gauche, et en passant par la gauche social-démocrate, et qu'on voit que derrière tout cela, ça n'atteint même pas les 30%, et qu'aux prochaines élections cantonales, voire même régionales fin 2015, pour un certain nombre de candidats et de candidates, ils n'atteindraient même pas le second tour. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, si les seconds tours se passent dans ce pays, et on le verra malheureusement aux élections départementales en mars, entre l'UMP,
avoir qu'à l'UMP et le Front National, je veux dire, il y a un certain nombre le sentiment que j'ai, c'est qu'un certain nombre de concitoyens comme moi se sentiront très gênés. Alors, un certain nombre d'événements se sont passés, en particulier racisme et antisémitisme, Exact. on a vu ce qui s'est passé à Créteil. Créteil M'a pas échappé. la semaine dernière. C'est incroyable quand on lit les comptes rendus. J'ai lu ça cette semaine dans Libération. Le compte rendu de ces petits crétins abrutis qui vont attaquer, violer une famille d'origine juive, le pensait-il, parce que, soi-disant, le juif aurait de l'argent. Mais ce qui est quand même inquiétant, si vous voulez, c'est le fait qu'il y a eu une manifestation qui a réuni à peu près 2000 personnes, Oui, qui était pratiquement composée que de juifs, plus des personnalités locales, politiques, bien sûr, oui. locales ou même un peu plus Oui, que locales, puisqu'il oui. y avait M. Cazeneuve. Exact. Exactement. Donc, Ministre de l'Intérieur, oui. Ministre de l'Intérieur. Ce qui est inquiétant, c'est que le reste de la population ne bouge pas, comme s'ils ne se sentaient pas concernés par ce genre de problème, alors que ce n'est pas seulement les deux crétins dont vous parlez, il y a le problème de l'islamisme en France. Non, moi, le problème de l'islam, pour moi, n'est pas un problème. Pas la religion, pas l'islam en tant que religion. Oui, bien sûr. Non, mais le problème, les épigones. Le problème des intégristes, le problème de l'intégrisme religieux, c'est pas très nouveau non plus, malheureusement. C'est-à-dire qu'on ressent ça dans le monde depuis une vingtaine d'années. Heureusement, regardez les réactions, notamment de nos populations, même musulmanes pour la plupart, par rapport à ce qui se passe avec ce qu'on appelle ce faux État islamique, Daesh et tout ça. Les réactions sont quand même plus que en soutien aux politiques menées par nos gouvernements, par notre gouvernement, mais aussi par Obama, par la communauté internationale, quand même. Mais je suis d'accord qu'il y a fort peu de réactions de masse, on va dire, par rapport à des événements aussi graves que ceux qui se sont passés à Créteil. Oui, on a l'impression que ce sont des problèmes entre juifs et arabes. Ah non, là, rien à voir. Là, c'est un problème d'antisémitisme de base. Je ne sais pas de quelle origine étaient les gens qui sont rentrés dans cette famille, chez cette famille. Oui, est-ce que vous trouvez normal qu'on ne donne pas les noms de ces gens? Ils ne sont pas mineurs, que je sache. J'en sais rien, ça, je sais pas. On ne donne ni leur nom, ni leur prénom, même pas leur prénom. Qu'est-ce qu'on cache? Non, je crois qu'on cache rien. Non, qu'on cache ou qu'on veut, on veut quoi? On veut éviter, qu'on a l'impression que si on appelle un chat, on va avoir des débordements dans toutes les banlieues. Non. Non, le problème de nos cités en difficulté, et je connais ça aussi bien sur Marseille qu'évidemment dans nos différentes grandes villes françaises, Paris, Lyon, Lille. Le problème de l'intégrisme religieux, de la place qu'a pris l'intégrisme religieux, la place qu'ont pris les salafistes pour être plus large, même si les salafistes ne sont pas tous de la même sensibilité. Mais le fait que plusieurs centaines de nos jeunes Français, d'origine certes, mais Français de souche, nés en France, partent faire le djihad en Syrie ou en Irak, me paraît être une chose qu'on aurait dû voir venir depuis longtemps et sur laquelle nous sommes très, très, très désarçonnés. Oui, je crois que ça fait un peu problème. Alors, la réaction du gouvernement, on ne peut pas dire qu'elle n'est absolument pas critiquable, et tout à fait la réaction qu'il faut. Là, on propose de faire de la lutte contre l'antisémitisme et le racisme une cause nationale. Non, mais ça, sauf Madame Le Pen qui a déclaré que c'était, comment dirais-je, une manipulation du pouvoir socialiste. Quand il est en mauvaise situation, il ressort l'antisémitisme. Parfois, Marine Le Pen, qui est plus intelligente que ça, peut être complètement débile. Je veux dire, c'est très bien. Je veux dire, parfois, elle fait des erreurs, tant mieux. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Évidemment qu'il n'y a pas une opération derrière tout cela. Non, moi, grande cause nationale. Moi, je veux bien le regain de racisme et d'antisémitisme ne date pas des événements de Créteil. Il y a plusieurs notions je le vois dans les cités où la maîtrise, où le lien social est en très grande difficulté et où, encore une fois, ces fameux salafistes ont pris un pouvoir extrêmement important de gestion de la vie quotidienne de ces cités en difficulté. Et là, on est dans des choses beaucoup plus graves. Vous avez été surpris par la réaction de Mme Le Pen aux informations que nous avons eues sur l'attitude de la CIA aux États-Unis, qui a dit que dans certaines circonstances, eh bien, ma foi, c'est parce qu'elle aime bien utiliser la torture. Elle aime bien son papa. Ah, pour vous, c'est une question de filiation. Elle pouvait quand même pas dire par rapport à son père qui a été. Elle pouvait ne rien dire.
Puisqu'ensuite, elle a démenti. Non, mais on dit en permanence que et c'est inquiétant. Nous sommes dans une question de filiation. Et après Marine, on va avoir Marion. On a déjà Marion, d'ailleurs. C'est bon, quoi. Je veux dire, il y a un sentiment familial. D'ailleurs, c'est Jean-Marie Le Pen qui disait toujours sa famille, ça compte. Voilà, je crois que derrière tout ça, il y a des choses qui ressortent dans le conscient, là, et l'inconscient, qui font que, elle peut être parfois en critique par rapport à son papa. Je pense qu'elle l'est par rapport au fait qu'elle est plus modérée au sens au moins verbal, parce qu'elle a une notion de la prise du pouvoir qui est beaucoup plus réelle que celle de son papa. Mais je pense que quand même, elle ne renie pas sa filiation. Elle ne relie pas sa filiation, mais en même temps, elle avait essayé de faire en sorte que ce Front National soit plus présentable. Non, écoutez, quand vous regardez, bien sûr que les têtes de pont... Vous qui êtes à Marseille, vous avez quand même un maire Front National qui est bien sûr... Ah, monsieur Ravier, sur lui, quoi. Ah oui. Vous savez que le pire à Marseille, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que dans d'autres villes, les gens ne s'en foutent pas. À Marseille, tout le monde s'en fout. Bon, d'abord, c'est vrai que c'est une mairie d'arrondissement qui n'a qu'un pouvoir extrêmement limité, on le sait. Mais ça n'a pas... Non, on est dans une telle déstabilisation politique sur Marseille et les Bouches-du-Rhône en général que tout ça, quel rôle ça joue, ça n'en joue pas. C'est extrêmement dommageable. Mais il est vrai que sur Marseille et tout cela, j'y vis depuis 12 ans, on n'a pas ce sentiment de racisme et d'antisémitisme profond. Il existe peut-être moins qu'ailleurs. Et donc, vous n'êtes pas inquiet pour, par exemple, la présidentielle, où Marine Le Pen pourrait arriver en deuxième position? Ah non, elle arrivera en tête. Ou en tête même? Ah non, aujourd'hui, si l'économie, les évolutions, visibles par nos concitoyens ne bougent pas dans les 2 ans qui viennent au niveau économique et social, je ne vois pas comment Marine Le Pen ne pourrait pas être en tête. Enfin, écoutez, le Parti socialiste est en difficulté, tout le monde le sait, et l'UMP fait quand même pareil. C'est-à-dire qu'on n'a pas une UMP qui permet à la droite républicaine de se dire on est en ordre. Pessimiste ou optimiste? Non. Vous avez 1 minute. Je suis pessimiste sur la réalité, optimiste sur la situation. Je vous l'ai dit dès le départ, je pense que ce pays, notre pays, la République française, a les moyens de redressement complet entre ses mains. Eh bien, Jean-Luc Benamias, merci. C'est moi. C'était 30 minutes pour convaincre, l'émission politique du Judaïque FM, présentée aujourd'hui par Gérard Hakoun, avec comme invité Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, écologiste et social.